Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire intitulé Cimentation gazeuse de basse pression et quel mode opératoire pour limiter l'émission de produits toxiques. Je m'appelle Hubert Monnier, je suis responsable d'études à l'INRS. Sachez que vous êtes plus de 700 inscrits pour cette thématique et le risque chimique, parce que nous allons vraiment parler de ça, du risque chimique associé à ce procédé qu'est la cimentation gazeuse basse pression. Sachez aussi que vous avez le chat, et le chat, vous pouvez poser des questions tout au long de ce webinaire. Et puis, sans plus attendre, nous allons passer au sommaire. Donc, dans un premier temps, eh bien, la cimentation gazeuse basse pression, je ne dis pas que c'est une niche, pour ceux qui en font, c'est un peu dommage pour eux, mais c'est surtout un procédé qui n'est pas trop connu par beaucoup de gens qui sont inscrits. Donc, nous allons commencer par expliquer ce que c'est que la cimentation gazeuse basse pression, à quoi cela sert, et surtout quelle est la problématique en sortant au travail dans le milieu industriel. Ensuite, le point 2, je vous parlerai de l'évaluation de l'exposition, des évaluations qui ont été effectuées par l'INRS au sein d'entreprises qui utilisent la cimentation gazeuse basse pression. Et puis, nous verrons vraiment la clé de ce webinaire. L'objectif est de trouver des protocoles, un mode opératoire de cimentation gazeuse basse pression pour éviter et pour réduire le risque chimique. Et pour cela, eh bien, l'objectif, c'est de tendre vers un procédé propre et sûr. Et donc, la méthodologie employée, dans un premier temps, nous allons parler de modélisation des réactions chimiques en phase gazeuse, de leur validation expérimentale, c'est le point 4. Et puis, lorsque nous aurons modélisé l'intégralité du procédé, eh bien, je vous parlerai de l'optimisation de la recette. Alors, j'ai employé ce terme recette puisque c'est le terme utilisé en milieu industriel, c'est l'optimisation du protocole opératoire. Et puis, sans la validation du pilote industriel, eh bien, une recette ne sert pas à grand-chose. Donc, je vous parlerai de la validation de ce que nous avons fait à l'INRS sur pilote industriel. Et je terminerai par une conclusion, bien entendu, et des perspectives. Donc, la cimentation gazeuse basse pression, donc description, contexte et problématique, qu'est-ce que c'est et surtout à quoi ça sert? Eh bien, l'objectif de la cimentation gazeuse basse pression est d'augmenter la dureté surfacique des pièces en acier. Alors, pourquoi cela? Eh bien, parce que vous avez beaucoup de pièces qui sont en acier, donc principalement qui sont faites d'atomes de fer, c'est du fer, avec un petit peu de carbone. Et lorsque ces pièces sont en roulement, eh bien, elles vont s'user. Elles vont s'user. Et donc, pour éviter de s'user, il faut augmenter leur dureté. Pour augmenter leur dureté, eh bien, nous allons augmenter la quantité de carbone dans la pièce. Sauf que si vous augmentez à cœur la quantité de carbone, donc dans l'intégralité de la pièce, eh bien, vous allez augmenter sa fragilité. Et on ne veut pas non plus que les pièces cassent. Donc, l'idée, c'est d'augmenter la dureté de la pièce et donc la concentration en carbone uniquement à la surface de la pièce. Et donc, les applications sont nombreuses autour de nous. Alors, bien sûr, on ne prend pas l'avion tous les jours, mais vous avez tout le domaine de l'aéronautique, le moteur d'hélicoptère avec des engrenages qui tournent à très haute vitesse, les boîtes de vitesse de voiture, mais pas que les boîtes de vitesse, les injecteurs, tout ça, beaucoup de pièces dans l'automobile. Et puis, on a tous eu un vélo avec des pignons, des dérailleurs, des cassettes, ce qu'on appelle à l'arrière, avec des pignons. Eh bien, en fait, à force de faire du vélo, eh bien, ça s'use. Et donc, l'idée, c'est de réduire cette usure, cette fatigue. Alors, comment faire ça? Comment ça se passe dans le milieu industriel? Le principe, eh bien, on va introduire du carbone grâce à un hydrocarbure gazeux. Ça peut être de l'acétylène, ça peut être du propane. Ce sont des gaz que l'on connaît bien. L'acétylène est utilisé dans la soudure. Ce n'est pas un produit naturel, mais il est très utilisé dans le milieu industriel. Le propane, bien connu, le butane. Vous pouvez utiliser de l'éthylène aussi, un alcène. Il vous faut un four pour grimper à haute température. Nous allons travailler autour de 900 degrés et il vous faut aussi une pompe à vide parce qu'on travaille sous vide. Alors, on n'est pas sur Mars, mais on a 8 kPa. C'est quand même 13 fois en dessous de la pression atmosphérique. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ce four, vous allez placer vos pièces en acier de la même manière que vous placez votre vaisselle dans un lave-vaisselle. Et au lieu d'envoyer de l'eau, vous envoyez de l'acétylène à haute température et basse pression. Donc là, vous avez un schéma où vous avez les molécules d'acétylène qui va s'absorber, qui va se placer à la surface de la pièce. Donc là, je vous ai fait un schéma, bien entendu, qui n'est pas à l'échelle. Et vous avez les liaisons carbone-hydrogène qui vont se briser, qui vont se casser. Et les atomes de carbone vont diffuser progressivement dans les pièces en acier qui sont chauffées, comme on dit, rouges, puisqu'à 900 degrés, elles sont bien rouges. Et les atomes d'hydrogène qui, eux, vont rester en phase gazeuse, sous forme de radicaux libres, qui vont fabriquer du dihydrogène qui vont rester en phase gazeuse. Donc le procédé, en bref, vous avez différents types de procédés, puisque vous avez plusieurs fabricants de fours.
Bon là, c'est un exemple de procédé que je vous ai mis sur le transparent. Vous avez au centre un grand cylindre qu'on peut appeler le tunnel, qui va envoyer des pièces à différentes cellules. Vous avez différentes cellules de sémentation. Vous en avez 4 là, 2 en pointillé puis 2 en très plein. Et puis vous avez une chambre de trempe. Et surtout en bas, à gauche, vous avez la chambre de chargement. Et donc vous mettez sur un chariot, comme sur la photo. Là, vous avez une photo avec des pignons de boîtes de vitesse d'automobile. Et donc, ces pignons sont sur ce chariot et vous allez mettre ça dans la chambre de chargement et ce chariot va être transféré dans une cellule de sémentation via le tunnel. Lorsque le chariot est arrivé dans la cellule de sémentation, eh bien, on ferme tout, on chauffe à 900 degrés, entre 800 et 900 degrés, on descend à la pression à 8 kPa et on injecte de l'acétylène. Lorsque c'est prêt, au bout de plusieurs heures, eh bien, le chariot sort de la cellule de sémentation et se dirige vers la chambre de trempe où vous faites une trempe à l'azote, vous refroidissez brutalement les pièces et les pièces sont sémentées. Donc, en résumé, c'est un procédé continu. J'aurais pu mettre des guillemets parce qu'on va voir qu'il n'est pas tout à fait continu. On travaille à haute température, à basse pression. On travaille à un hydrocarbure gazeux, donc acétylène ou propane ou autre, mais un hydrocarbure. L'absence d'air, ça c'est important, il faut voir que ce procédé a été mis en place il y a peut-être maintenant 50-60 ans, et c'est un des procédés qui émet quasiment zéro CO2, contrairement à la sémentation atmosphérique. Il faut voir que puisque vous êtes sous pyrolyse, sous vide et que vous travaillez qu'avec de l'acétylène, l'élément oxygène est absent, et donc en fait vous avez un procédé qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc si on rentre un peu plus dans le détail sur la sémentation, c'est bien un enrichissement en surface des pièces en acier à partir d'atomes de carbone. Et donc on peut parler de 4 étapes. La première étape, eh bien, vous avez l'acétylène en phase gazeuse qui va se déposer à la surface de pièces en acier, donc qui est chauffée à 900 degrés. Vous avez les pièces, l'acétylène va s'absorber, c'est un processus d'absorber à la surface. Alors pourquoi ? Parce que les pièces, elles sont poreuses, ou si elles ne sont pas poreuses, elles sont rugueuses, donc l'acétylène va pouvoir s'absorber à la surface, et puis vous allez avoir une décomposition de l'acétylène en contact de l'acier, comme la réaction que vous voyez. Et donc pour les puristes en chimie, eh bien c'est tout simplement une réaction catalytique hétérogène, où là l'acétylène va se dissocier et vous allez former des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Donc les atomes de carbone rentrent à l'intérieur de la pièce, et les atomes d'hydrogène, sous forme de radicaux libres, vont soit former des atomes d'hydrogène, de dihydrogène, soit faire autre chose, et c'est ce que nous allons voir juste après. Alors, un des premiers problèmes des industriels, que nous avons perçu à l'INRS, c'est que l'industriel va envoyer de l'acétylène jusqu'à la saturation de la surface de la pièce en acier. C'est-à-dire qu'en fait, l'acétylène libère ses atomes de carbone, or la réaction de décomposition de l'acétylène est beaucoup plus rapide que la diffusion du carbone dans la pièce. Vous allez donc avoir une accumulation des atomes de carbone à la surface de la pièce et donc une saturation en atomes de carbone de la pièce. Et donc, pendant ce temps-là, eh bien, vous allez continuer à injecter de l'acétylène. Or, il n'y a plus de sites actifs de fer qui vont pouvoir accueillir l'acétylène pour sa dissociation. Donc, l'acétylène ne servira à rien. Et donc, l'astuce, moi j'appelle ça une astuce, il y a quelques années de ça, plusieurs décennies, l'astuce des industriels, ce qu'ils appellent la recette, c'est de travailler en continu, mais de travailler en alimentation cyclique. On va injecter de l'acétylène, c'est ce qu'on appelle la phase d'enrichissement, injecter de l'acétylène dans le four, et puis lorsque les pièces arrivent à saturation, et que c'est plus la peine d'amener de l'acétylène, eh bien, on arrête d'amener de l'acétylène et on injecte de l'azote. La température reste constante, la pression reste constante, et puis lorsque la surface en acier n'est plus saturée en carbone parce que le carbone est diffusé, eh bien, on réinjecte de l'acétylène, et ainsi de suite. Donc, on a une alternance de phase d'enrichissement où on envoie de l'acétylène et de phase de diffusion où on injecte de l'azote. Donc, l'objectif de ce procédé cyclique, c'est de laisser, comme j'ai écrit dans l'encart à droite, laisser le temps au carbone de diffuser dans l'acier. Donc, une des difficultés, un des objectifs de l'INRS a été de trouver une recette optimale pour les proposer aux industriels. Et retrouver une recette optimale, on va en parler à la fin de ces transparents, c'est vraiment de trouver
la valeur du temps, E1, E2, des phases d'enrichissement et la valeur des phases, du temps, de la durée des phases de diffusion. Alors, si on parle maintenant santé au travail, quel est le contexte, quelle est la problématique qu'a soulevé l'INRS? C'est qu'en fait, là, vous avez le schéma que je vous ai montré depuis le début, vous avez l'acétylène, et ça marche, comme on dit, de feu de Dieu, ça marche très très bien, hein. Les pièces sont bien sémentées, après la trempe, on arrive à avoir des pièces très dures en surface, hein. Ça fonctionne très bien. Sauf que l'acétylène, vous avez une partie de l'acétylène qui va peut-être s'absorber et libérer ses atomes de carbone dans les pièces, mais vous avez une partie de l'acétylène qui va rester dans la phase gazeuse. Une phase gazeuse qui est montée à 900 degrés, 800, 900 degrés, voire 950 degrés. Et donc, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle le phénomène de pyrolyse. L'acétylène craque et donc forme des radicaux, comme vous avez là. Des radicaux qui vont réagir entre eux pour former d'autres molécules, des molécules plus grosses, jusqu'à une molécule que certains connaissent ici au centre, là, l'hexagone, c'est le benzène. Le benzène est un produit qui est cancérogène. C'est pas trop gênant, là, dans le cas, puisqu'en fait, vous êtes dans le four à 900 degrés, donc en fait, il va embêter personne. Mais c'est juste que le benzène va continuer à réagir avec d'autres produits pour former le premier HAP, l'hydrocarbure aromatique polycyclique, qui est le naphthalène. C'est 2 cycles benzéniques condensés, vous avez la formule là, qui va continuer à réagir et fabriquer d'autres HAP jusqu'au benzoapyrène, là, que vous avez avec 3, 4, 5 cycles aromatiques condensés. Et vous pouvez même aller jusqu'au SUI, vous avez une photo de SUI, et même du pyrocarbone. Donc, le problème, effectivement, c'est notamment la formation de ces HAP et la formation de ce benzoapyrène. Alors, les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, je vais quand même le dire plusieurs fois, parce que souvent on parle de HAP, mais on oublie ce que c'est. Vous en avez 16, alors vous avez beaucoup plus que 16 HAP dans le monde, sur notre planète. Vous en avez 16 qui sont ciblés par différentes agences, l'Agence d'environnement des États-Unis d'Amérique, l'ADEME, et puis le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, 16 HAP qu'on peut mettre dans 3 groupes, avec des noms assez barbares pour les gens qui ne sont pas accoutumés, qui ne sont pas chimistes. Donc vous avez des HAP avec des molécules inférieures à 3 cycles aromatiques, des HAP avec 4 cycles, et puis des gros HAP, on appelle ça les gros, là, plus que 5 cycles. Et j'ai encadré en rouge le benzoapyrène, qui est notre bête noire, puisque le benzoapyrène a été classé groupe 1 par le CIRC, à savoir, il est avéré, il est cancérogène pour l'être humain. Alors l'exposition professionnelle, quand est-ce qu'elle a lieu? Elle n'a pas lieu dans le four, parce que le four il est à 900 degrés, donc personne ne va dans le four à 900 degrés, il aurait un autre problème. Le souci, c'est à la fin. C'est à la fin, lorsque tout est terminé, il y a besoin de temps en temps d'ouvrir le four pour le nettoyer ou pour faire effectuer des maintenances, mettre des capteurs. Donc la problématique, c'est tout ce qui est maintenance des fours et nettoyage des fours. Et donc là, les personnes peuvent être en contact avec ces HAP. Alors on peut se poser la question, oui, mais à 900 degrés, les HAP, non, à 900 degrés, les HAP, ils sont gazeux ou sous forme de radicaux libres. Sauf qu'un four, vous avez des zones froides, notamment près des joints qu'on appelle les joints à azote, près des portes, et sur des zones froides, ces HAP vont se condenser et donc fabriquer une phase solide qui peuvent être pure virulente. Et donc, lorsque les opérateurs de maintenance sont présents, ils peuvent inhaler ces molécules, problème d'ingestion et de contact cutané. Et donc, c'est en ça qu'il faut vraiment se protéger. Et le souci, c'est que lorsque vous inhalez ce genre de molécules, il y a une transformation du benzoapyrène, par exemple, en 3-hydroxybenzoapyrène, qui est éliminé, mais qui traverse quand même le corps humain, et éliminé par les urines et les selles. Alors, il y a un effet sur la santé, bien entendu, irritation cutanée notamment. Vous avez tout ce qui est perturbation endocrinienne et nombreux cancers, cancer de la vessie, poumon, au scrotum. Pour information, c'est ni plus ni moins que le cancer du petit ramoneur de Londres, 1779, par Percival Pott, donc ça date pas d'hier, donc ça fait bien longtemps qu'on connaît ce problème-là. Est-ce qu'il y a une VLEP? Non. Il n'y a pas de VLEP, il y a une valeur limite d'exposition professionnelle, pardon. Il y a une réglementation française qui dit que il faudrait que les personnes ne soient pas exposées à un air qui contienne 150 nanogrammes de BAP, un benzoapyrène, par mètre cube d'air inhalé sur 8 heures. C'est la recommandation CNAM. Alors, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? C'est ce que je vais vous montrer dans 2-3 transparents. Est-ce que c'est beaucoup? Nous avons fait, c'est la première chose que nous avons fait, c'est notre approche à l'INRS,
Pour savoir est-ce qu'il faut étudier le procédé vraiment à la source, eh bien, nous avons effectué des évaluations de l'exposition dans différents milieux industriels. Donc, c'est la première chose que je vais vous montrer, évaluation de l'exposition effectuée par l'INRS, c'est le point 2. Le point 3, eh bien, nous avons voulu mettre en place une recette optimale, donc étudier le procédé dans son ensemble. Et la première chose que nous pensons qu'il fallait faire, et ce que nous avons fait, c'est modéliser les réactions chimiques qui ont lieu dans la phase gazeuse. Toutes les réactions qui ont lieu, notamment en surface, il y a la diffusion des atomes de carbone dans les pièces, sont connues. Ensuite, eh bien, une modélisation, c'est bien, mais il faut une validation expérimentale en laboratoire, point 4. Et puis ensuite, nous avons modélisé l'intégralité du procédé pour optimiser le protocole opératoire, point 5. Et bien entendu, une validation sur pilote industriel, c'est le point 6. Donc, commençons par l'évaluation de l'exposition professionnelle, avec deux types d'analyse, prélèvement atmosphérique et biométrologie. Donc ça va bien parler aux personnes qui sont présentes et qui travaillent dans l'évaluation de l'exposition. Donc deux types de prélèvements. Lorsque les personnes travaillaient, donc sachez que nous avons visité 4 usines, pas plus, 4 usines qui font de la sémotation gazeuse basse pression. Chaque campagne d'évaluation a duré 3 à 4 jours et a concerné au total 37 opérateurs qui travaillaient sur tout ce qui est opération de maintenance et de nettoyage. Le four était ouvert. Et ces opérations ont eu lieu entre 2008 et 2012. Et lors de ces campagnes de prélèvement, eh bien, nous avons fait deux types d'analyses, les analyses atmosphériques. Donc, en comprendre, nous avons analysé l'air qui se trouvait autour et très proche des voies respiratoires des opérateurs. Bien entendu, les opérateurs étaient protégés, mais bon, ils étaient munis d'une petite pompe, d'un filtre et d'une résine XAD2 de manière à aspirer l'air qui contenait des HAP particulaires et gazeux. Donc, nous avons récupéré ces HAP particulières sous forme de particules, ces HAP gazeux, et nous avons mesuré tout simplement leur concentration dans l'air expiré. Nous avons aussi effectué de la biométrologie. Donc la biométrologie, eh bien, c'est mesurer la concentration en 3-hydroxybenzoapyrène dans l'urine. Donc nous avons dû faire des prélèvements urinaires sur l'ensemble des 37 opérateurs pendant 3-4 jours, le temps de travail jour et nuit. Bien entendu, nous avons fait un blanc avant et donc 2 jours avant, ces personnes-là n'étaient pas en contact avec des HAP. Alors, premier résultat, les prélèvements atmosphériques. Donc, vous avez l'idée, c'est de mesurer, nous avons mesuré la concentration en benzoapyrène, on s'est intéressé uniquement au benzoapyrène, la concentration en benzoapyrène en fonction des campagnes de mesure. Donc, les campagnes de mesure, comme je disais, entre 2008 et 2012, dans des usines qui travaillent sur la sémentation gazeuse basse pression. Et puis, vous avez ça en abscisse du graphe et en ordonnée, vous avez la concentration en benzoapyrène en nanogrammes par mètre cube. Je me suis permis de vous mettre en pointillé vert la recommandation de la CNAM. Et puis, vous voyez les différentes barres à moustache, là, avec les minimums et les maximums de concentration obtenus, avec une médiane, ce sont les barres rouges. Ce que l'on peut voir sur ce graphe, c'est qu'en 2008, on était bien au-dessus de la recommandation de la CNAM et qu'en 2012, on était bien en dessous. Pour autant, sur l'ensemble des résultats obtenus entre 2008 et 2011, 2009 aussi, eh bien, on ne peut pas considérer qu'il y ait une décroissance en fait de la concentration en benzoapyrène dans l'air où évoluaient les opérateurs. On tourne autour de la recommandation de la CNAM, et donc on était dans des concentrations assez importantes. Donc l'exposition en benzoapyrène maximale, c'est ce que je disais, on n'est pas très bon. On est 100 fois au-dessus de la recommandation de la CNAM. Parfois, on arrive à 100 fois. Pas de décroissance au cours des années et une grande variation en fonction de la tâche, puisque en fonction que vous fassiez des opérations de maintenance ou des nettoyages, eh bien, les personnes sont plus ou moins exposées. Le prélèvement biologique, eh bien, de la même chose, c'est le même type de graphe. En ordonnée, vous avez les années avec les différentes usines qui ont été, entreprises qui ont été visitées, campagne de mesure. Et en ordonnée, eh bien là, vous avez la concentration en 3-hydroxybenzoapyrène, donc qui a été mesurée après les prélèvements dans les urines, donc elles sont normées avec, c'est en nanomol par mol de créatinine.
Donc même constat, on peut regarder qu'en 2008, eh bien en fait, les concentrations sont bien au-delà, comment dire, d'une recommandation. Alors celle-là, c'est pas la recommandation de la CNAM, c'est la recommandation de l'INRS, et c'est le pointillé vert. C'est notre valeur limite biologique. Et puis en 2012, on est bien en dessous. La différence avec les prélèvements atmosphériques, c'est que là, on voit vraiment une décroissance. On voit une décroissance entre les années 2008 et les années 2012. Il faut savoir aussi que la première barre à moustache, là, en 2008, eh bien, en fait, à cette époque-là, les opérateurs n'étaient pas protégés. Donc, ils travaillaient dans une atmosphère très chargée en benzoapyrène, et donc, il est tout à fait normal qu'en fait, la médiane arrive à plus de 10 nanomoles par mol de créatinine. Donc, la conclusion de ces deux transparents que l'on peut voir, c'est que, les années ont passé et le personnel opérateur ou en maintenance ou le nettoyage, pardon, sont de mieux en mieux protégés. Pour autant, ils travaillent toujours dans une atmosphère très chargée en HAP et en benzoapyrène. Donc c'est la raison pour laquelle notre objectif à l'INRS a été de diminuer cette concentration en benzoapyrène dans l'atmosphère de travail. Et pour diminuer cette concentration, nous avons réfléchi sur le procédé et comment on pouvait optimiser le procédé, comment on pouvait changer le procédé en s'attaquant au protocole opératoire, à ce qu'on appelle la recette. Avant de passer au transparent suivant, je voulais juste, pour fixer les idées, vous montrer ces deux petits croix jaunes qui se trouvent en bas, à gauche. C'est la concentration en benzoapyrène qui se trouve dans des urines d'un fumeur, d'un non-fumeur. Une personne comme vous et moi, qui ne travaillons pas comme opérateur ou maintenance dans les fours de sédimentation gazeuse basse pression. J'ai pris la liberté de mettre la même couleur, puisque quand on compare la concentration benzoapyrène d'un fumeur ou d'un non-fumeur par rapport aux concentrations d'exposition des opérateurs, eh bien c'est sans aucune commune mesure, puisqu'en fait on est à des concentrations près de 100 voire 1000 fois supérieures à la concentration en hydroxyde benzoapyrène d'un fumeur et d'un non-fumeur. Donc ça montre bien qu'en fait les personnes travaillent dans des conditions où le risque chimique est vraiment très important. Donc l'objectif à l'INRS, c'est de proposer aux industriels un procédé plus propre et plus sûr, et de proposer une recette plus optimisée. Donc, sur le point 3, modélisation des réactions chimiques. Donc là, on va parler de chimie, le gaz, la suie et le pyrocarbone. Donc, qu'est-ce qu'une modélisation de cinétique? Vous êtes en phase gazeuse, et donc l'objectif est de bien comprendre ce qui va se passer lorsque, quand vous avez de l'acétylène et que vous chauffez de l'acétylène à 900 degrés et à 8 kPa, quels sont les produits que vous fabriquez et comment vous allez les fabriquer? Et qu'est-ce qui se passe si vous changez la température, si vous changez la pression, si vous changez le temps de séjour, le volume du réacteur, etc., etc. Et donc, pour cela, ça se fait dans le monde entier. On s'intéresse énormément à la pyrolyse et aussi à la combustion. C'est souvent la combustion, mais là, c'est de la pyrolyse. On s'intéresse à ce genre de modélisation pour trouver vraiment tous les produits que vous allez fabriquer au bout d'un certain temps à une température et une pression donnée. Donc, vous avez un logiciel qui s'appelle Chemkin Pro. Je ne fais pas de la pub, mais si vous voulez en faire, eh bien, vous utilisez Chemkin Pro, ça marche très bien. Il faut une hypothèse. Vous pouvez travailler dans un réacteur parfaitement agité. Dans le milieu industriel, on peut considérer que le réacteur est parfaitement agité vu la pression à laquelle on travaille. Et puis, c'est un ensemble de réactions qu'on appelle réactions élémentaires, où elles sont régies par la loi d'Arrhenius que vous avez ici. Alors, pour les non-chimistes, c'est peut-être un peu barbare, mais pour les chimistes, connaissent très bien la loi d'Arrhenius qui se trouve ici. Et au final, eh bien, à l'issue d'une thèse, eh bien, nous avons trouvé un modèle qui contient 1255 réactions chimiques et pour 363 substances. Vous choisissez l'hydrocarbure que vous voulez, acétylène, propane, éthène, donc un alcine, un acène ou un alcane. Vous choisissez la température, la pression, le temps de séjour, et ça vous donne tous les produits que vous fabriquez, les 16 HAP, et la concentration et la nature. Et ça, c'est très bien. Alors le problème, c'est que voilà, c'est un modèle complet, extrêmement complet, c'est énormément de réactions chimiques, beaucoup de substances, c'est d'ailleurs le modèle le plus complet actuellement au monde. Le souci, c'est que si vous voulez modéliser l'intégralité du procédé et l'optimiser,
il va vous falloir écrire des équations de bilan matière sur chaque espèce chimique. Et vous en avez 363. Donc ça va faire beaucoup d'équations chimiques et ça va faire des temps de calcul énormissimes. Et donc l'idée, c'est de réduire le modèle. Donc le modèle détaillé nous permet de savoir quel type de produit on fabrique. Et là, on va réduire le modèle. Alors réduire le modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever des espèces chimiques, enlever des réactions qui ne vont pas trop changer la concentration et la nature, enfin, des produits ciblés. Quels sont les produits ciblés? Eh bien sûr, les 16 HAP. Et puis, il y a un produit qu'on cible bien aussi, c'est le benzène, parce que le benzène, c'est un marqueur. C'est-à-dire que c'est un passage obligé pour fabriquer les HAP. Alors, comment on fait ça? On fait ça avec des logiciels, ANSYS, Chemkin Pro. Et puis, bien entendu, il faut une validation expérimentale en laboratoire, ce que nous avons fait à l'INRS, dans des conditions industrielles, température, pression et temps de séjour. Et le modèle réduit, eh bien, comment on fait ça? Eh bien, on prend le modèle détaillé, 363 espèces, 1255 réactions. Et la première chose que l'on fait, on fait ce qu'on appelle une analyse de flux des espèces. Il y a des logiciels qui font ce genre de choses. Sachez qu'à la fin du webinaire, vous avez un transparent avec l'ensemble des valorisations, l'ensemble des publications en français et en anglais, avec tout ce que nous allons parler et bien plus sur tout ce qui est modèle et puis les techniques qu'il faut utiliser pour ce genre de choses, pour réduire des modèles. Donc, on fait une analyse de flux, on a fait une analyse de sensibilité, savoir est-ce que si on enlève un produit, est-ce qu'on obtient les mêmes produits en sortie, les 16 HAP et le benzoépyrène. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons réduit le modèle à 140 espèces, 444 réactions. C'est moins, mais c'est encore beaucoup. Et donc, on peut aller encore plus loin, on peut regrouper des réactions chimiques de manière à réduire encore plus le modèle et on obtient 14 espèces et 18 réactions. Le souci, c'est qu'on peut bien comprendre que lorsqu'on passe de 363 espèces à 14 espèces et de 1255 réactions à 18 réactions, on va perdre en information. Mais ça, le juge de paix, c'est la validation expérimentale. Donc à l'INRS, nous avons fait un banc d'essai et nous avons utilisé différents réacteurs. En voilà un. Je ne vais pas vous montrer tous les réacteurs que nous avons utilisés pour nos hypothèses. C'est ce qu'on appelle le réacteur parfaitement agité. Si vous venez un jour à l'INRS, on vous le montrera, il est magnifique. C'est un petit réacteur qui a été fabriqué en 1973 par le professeur Jacques Villermo, excellent professeur, à Nancy, à l'ENSIC. C'est une sphère en quartz et vous avez deux tubes à gauche et à droite avec l'entrée des gaz et la sortie des gaz. L'objectif est que l'acétylène qui rentre à l'intérieur réagisse au centre du four, donc dans la sphère. Et donc, en fait, l'entrée des gaz et la sortie des gaz sont dimensionnés pour qu'il n'y ait pas de réaction chimique, pour que la vitesse des gaz soit assez rapide pour qu'il n'y ait pas de réaction. La réaction a lieu uniquement dans la sphère. Vous avez un ensemble de 4 buses de 300 micromètres de diamètre avec le schéma. Et donc, à l'intérieur a lieu, la réaction chimique. En sortie, vous fabriquez toutes les espèces et aussi bien sûr l'acétylène qui n'a pas réagi, de l'hydrogène et tous les autres HAP. Et donc le montage expérimental est le suivant. Au centre, vous avez un four et puis vous placez dans le four votre sphère qui est là en gris et puis vous injectez tout simplement de l'acétylène. Vous avez un débitmètre FRC, vous avez la mesure de la température, de la pression. Et puis, tout à droite, vous avez une pompe à vide, puisqu'on veut travailler à haute température, le four, et aussi à basse pression, 8 kPa, donc grâce à une pompe à vide, qui permet de réguler la pression dans le four. Vous avez une arrivée d'azote aussi pour inerter l'ensemble. C'est toujours important d'inerter l'ensemble. On travaille de l'acétylène à 800 degrés, c'est quand même pas rien. Et donc, en ce qui concerne le temps de séjour, eh bien, nous sommes entre 0,5 et 2 secondes. Et puis, en sortie du réacteur, vous fabriquez une multitude de produits. Et si on va analyser tous les produits, eh bien, nous avons un piège à froid, azote liquide, moins 196 degrés. Et là, l'ensemble des produits sont condensés et se retrouvent en phase solide. Peut-être pas l'hydrogène et peut-être pas une partie de l'acétylène. Mais sinon, tout l'ensemble se trouve à l'intérieur. Et donc ensuite, lorsque la manipulation est terminée, on utilise un solvant, le dichlorométhane. On nettoie l'ensemble, il y a un transfert de pollution vers le dichlorométhane et la solution de dichlorométhane qui contient l'ensemble des produits que nous avons fabriqués est analysée hors ligne par GCMS, donc un chromatographe avec un détecteur masse. Nous avons la possibilité aussi d'analyser en ligne avec un chromato, c'est ce que nous avons fait, les légers, donc de l'hydrogène, l'acétylène jusqu'au C7, donc le toluène, donc le benzène, directement en analyse en ligne avec un spectrogaz,
un chromatogaz avec un FID et un TCD. Donc voilà, deuxième résultat, donc modèle contre expérience. Je vais pas vous montrer l'ensemble des résultats de tous les produits que nous avons analysés. J'ai fait le choix de 3 produits assez qui nous intéressent. Bon, l'acétylène, l'hydrogène et la somme des HAP. Vous avez 3 graphes. En abscisse, à chaque fois, le temps de séjour dans le réacteur et en ordonnée, la concentration, donc la fraction molaire de l'espèce. Vous avez en bleu les expériences qui ont lieu à 900 degrés, en vert les expériences qui ont lieu à 950 degrés. Les ronds sont les points expérimentaux, les traits sont les modèles. Vous avez modèle détaillé, modèle et modèle réduit. La première chose que l'on voit lorsqu'on voit ceci, c'est que l'acétylène, les courbes, il y a une décroissance, alors que l'hydrogène, ça augmente, ça croît comme les AHAP, c'est normal, parce qu'au cours du temps, l'acétylène, si vous laissez plus de temps au produit dans le réacteur, vous avez une augmentation, l'acétylène, c'est le réactif, donc l'acétylène se consomme, donc sa concentration diminue, alors vous fabriquez de l'hydrogène et vous fabriquez des HAP. Mais surtout, ce qui est important pour valider les modèles, c'est qu'on peut voir qu'avec l'acétylène et l'hydrogène, les points expérimentaux collent avec les 3 modèles, c'est-à-dire le modèle détaillé et les 2 modèles réduits. En revanche, pour ce qui est de la somme des HAP, en fait, la dernière réduction de 14 espèces et 18 réactions surestime les points expérimentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être obligé d'utiliser le modèle réduit de 140 espèces de 444 réactions. Et ça, c'est une doctorante qui a travaillé avec ça. Au lieu de modéliser 14 espèces et 18 réactions, elle fera 140 espèces et 444 réactions, ce qu'elle a fait et ce que je vais vous montrer bientôt. Et c'est de ça dont nous allons parler. Le point 5, donc l'optimisation de la recette, donc modélisation de la sémentation et optimisation du protocole, comprendre optimisation de la recette. Donc la modélisation du procédé dans son ensemble, c'est on va utiliser la modélisation que nous avons fait de la phase gazeuse en utilisant le modèle réduit de 444 réactions. Et puis, il nous faut à cela rajouter la formation de suie. Donc ça, nous avons rajouté ça au modèle. Donc on a aussi la quantité de suie fabriquée. Et puis, tous les transferts ce qu'on appelle les transferts externes, c'est-à-dire le transport des phases gazeuses vers, la pièce métallique, l'adsorption, réaction d'adsorption, enfin la transformation, c'est un transfert de matière à la surface, la réaction chimique. Donc là, nous n'avons pas pris en compte l'ensemble des réactifs. On a considéré que uniquement l'acétylène s'adsorbait et réagissait et libérait ses atomes de carbone. Dit autrement, les atomes de carbone qui se trouvent dans la pièce métallique proviennent uniquement de l'acétylène. Et puis nous avons rajouté l'équation de diffusion, bien entendu, des atomes de carbone au sein de la pièce métallique. Ça, c'est la modélisation du procédé pendant une phase d'enrichissement lorsqu'on injecte de l'acétylène. Et comme je vous ai dit au début, c'est un procédé qui est cyclique. Et donc, nous avons modélisé aussi le cycle. Et donc, de temps en temps, on arrête l'acétylène et on injecte de l'azote. Donc là, il n'y a pas de réaction chimique, il y a juste de l'azote. Et on va juste modéliser la diffusion des atomes de carbone dans la pièce métallique. Donc un premier résultat qui est assez important, c'est la température et la pression. Parce que depuis le début, je vous en parle, on travaille à haute température et basse pression, et on peut se dire pourquoi travailler à telle température et puis pourquoi à telle pression? Si on change la température et la pression, ça serait peut-être beaucoup plus simple et on pourrait fabriquer moins de polluants. Alors, bien entendu, si on travaille à 20 degrés, on fait 0 polluant, mais on fait aucune sémentation parce que il faut travailler à 800-900 degrés. C'est la métallurgie, c'est le diagramme de phase de l'acier qui nous le dit. Donc, nous sommes obligés. Donc, vous avez ici un premier résultat de la simulation. Nous avons utilisé le modèle. Donc, vous avez un diagramme, vous avez 3 axes, température en degrés Celsius, pression, kilopascal. Et puis, vous avez la concentration. Alors, on a utilisé le benzène. Là, on n'a pas mis le benzoapyrène. C'est le benzène qui est un marqueur. Donc, on pouvait se permettre de prendre le benzène. Et donc, c'est une concentration adimensionnelle. Donc, ce que l'on voit, plus la pression est importante et plus la température est importante, et plus on est dans le rouge, et plus on fabrique du benzène. Et donc, plus on va fabriquer du benzoapyrène et des HAP. Inversement, plus la température est basse, plus la pression est basse, et moins on va fabriquer de polluants. Donc effectivement, il vaut mieux travailler à basse température et basse pression.
Donc, la première chose que l'on voit, eh bien, c'est qu'on va être obligé de travailler à une certaine température. Ça, c'est le diagramme des phases qui nous le dit. On est obligé de travailler autour de 900 degrés, 800, 900 degrés. Donc là, on n'a pas le choix. Par contre, ça va être donc une contrainte. Par contre, la pression, 8 kPa, bah, c'est très bien. On travaille à 8 kPa. Les industriels avaient quand même vu ça. Le fait de travailler à 8 kPa, on va consommer moins d'acétylène. On a beaucoup moins d'acétylène, 13 fois moins d'acétylène qu'à la pression atmosphérique. Et donc, on va générer moins de polluants, moins de HAP. Donc, la croix jaune, c'est le point de fonctionnement du procédé. Et puis, vous avez l'optimisation de la recette. Donc là, pour l'optimisation de la recette, c'est un peu plus compliqué. Vous avez un modèle, mais c'est de la même manière lorsque l'on part par habit de langage. J'ai optimisé mon temps de travail, j'ai optimisé mes vacances, j'ai optimisé. Lorsqu'on optimise quelque chose, il y a un objectif. Notre objectif à l'INRS, c'est de minimiser la somme, la masse de HAP et de SUI générée sur l'ensemble d'une sémentation. Ça, c'est notre objectif. Donc, c'est un paramètre que l'on veut minimiser. Et pour cela, il nous faut fixer des variables de décision. Donc la première chose, là je les ai barrées, on a vu ça, on vient de le voir, je viens de vous le dire, la température et la pression ne seront pas des variables de décision, on ne va pas changer la température et la pression. Pour autant, on a d'autres variables de décision qui sont importantes. Le nombre de cycles, dans le premier graphe que je vous ai montré avec une alimentation en cycle, à discontinu, avec les phases d'enrichissement, les phases de diffusion, et surtout la durée de chaque phase. La durée des phases d'enrichissement, qui peut varier au cours du temps, et la durée des phases de diffusion où vous injectez l'azote au cours du temps. Et pour cela aussi, vous allez avoir une autre variable de décision qui est le débit d'acétylène. Alors en ce qui concerne la contrainte, les contraintes, eh bien en fait ça va être les contraintes très industrielles. À l'industriel, il veut que ces pignons soient sémentés d'une certaine manière. D'une certaine manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une certaine dureté, mais pas que. Pour être plus précis, c'est un profil de carbone au sein de la pièce dont à peu près le premier millimètre, enfin les premiers micromètres. Donc là, vous avez un graphe avec la contrainte qu'on a fixée au niveau de l'optimisation. Donc en abscisse, vous avez la profondeur dans la pièce. J'attire votre attention, il y a une petite erreur là de frappe. Là, ce n'est pas la profondeur en millimètres, mais c'est en micromètres. Donc, on va jusqu'à 1000 micromètres, donc 1 millimètre. Donc, en abscisse, vous avez la profondeur de la pièce. À 0, vous êtes au niveau de la surface. Et puis, en ordonnée, vous avez la teneur en carbone dans la pièce, donc le pourcentage de carbone par rapport à la masse d'acier. Et donc, en vert, c'est le profil de carbone que l'on souhaite à la fin. Par exemple, l'industriel souhaite, voilà, à la surface, 0,6%, voilà. Et puis, à peu près à 400 micromètres, eh bien, c'est l'autre point, l'autre croix. Et donc, c'est ce profil de carbone couleur verte là que j'ai schématisé sur le graphe. Vous avez ce profil de carbone est encadré par deux autres profils de carbone en pointillé rouge. C'est le min-max, c'est ce que il faut pas dépasser ça. Il faut qu'on se situe entre ces deux pointillés rouges, petits pointillés rouges et gros pointillés rouges. Donc ça, c'est la contrainte. Et nous, à l'INRS, ce que nous avons fait par rapport aux industriels, c'est que les industriels, ils injectent l'acétylène jusqu'à atteindre la saturation de la surface, donc à peu près à 1,2%. Et nous souhaitons arrêter l'injection d'acétylène avant d'atteindre la saturation de la surface pour éviter justement que cette pièce en acier soit saturée en surface. De manière à ce que lorsqu'on injecte de l'acétylène est toujours des sites actifs de fer, d'acier, pour réagir, s'opposer, s'absorber et réagir. Donc en fait, notre objectif, c'était de passer d'un cycle d'enrichissement à un cycle de diffusion avant d'atteindre le 1,2%, avant d'atteindre la saturation. Donc voilà ce que nous avons obtenu comme à l'issue de la modélisation, c'est la recette. Donc en abscisse, je vais vous expliquer le graphe là, une petite montagne là. Vous avez le temps en abscisse, il va de 0 à 2,4 heures, donc c'est une sémentation assez courte, 2,4 heures. Et puis en ordonnée, vous avez la concentration en carbone à la surface de la pièce. Alors à la surface de la pièce, la courbe verte avec ses pointes, c'est à la surface de la pièce, à 0 mm. Mais ensuite, vous êtes à 100 micromètres, donc 0,1 mm, là, en couleur cacadois, là. Et puis après, en violet, vous avez 0,2 mm, en rouge, 0,3 mm, et vous avez une certaine profondeur à 0,4 mm. Et puis, vous voyez, le pointillé rouge, eh bien, c'est la saturation.
1,2% carbone max. Eh bien, à aucun moment, vous avez la concentration à la surface de la pièce, c'est la courbe verte, à aucun moment, la surface de la pièce en acier est saturée en carbone. Est-ce que ça peut poser problème à l'industriel? Peut-être, puisqu'ils sont toujours habitués à travailler comme ça. Mais pour autant, lorsqu'on regarde les autres profils dans un peu plus de profondeur, et notamment à 0,4 mm, puisque c'est aussi là qui nous intéresse, eh bien, vous avez une augmentation de la concentration en carbone à 0,4 mm de manière monotone. Hein, sans faire de mathématiques, c'est qu'à aucun moment, elle décroît, le fait de vague, elle est monotone, elle grimpe, elle est croissante. Et donc, si on veut une certaine concentration à 0,4 mm, eh bien, on continue à la sémentation jusqu'à atteindre cette concentration-là. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons utilisé cette recette, c'est un exemple de recette, nous avons utilisé cette recette et nous avons essayé de la valider sur un pilote industriel. Et donc, c'est vraiment de la chimie à la mécanique. Et donc, la méthodologie a été la suivante. Nous avons utilisé un four de sémentation basse pression qui se trouve en ce moment à Metz, à l'IRT M2P de Metz. On travaille avec eux. Et donc, dans ce four de sémentation gazeuse basse pression, nous avons effectué 6 sémentations. 3 sémentations avec la recette industrielle. 3, pourquoi 3? Pour la reproductibilité. Et 3 sémentations avec la recette optimisée de l'INRS. Donc, pareil, 3 pour la reproductibilité. À chaque expérience effectuée, à chaque sémentation, nous avons utilisé 20 engrenages, donc d'un acier faiblement allié, donc avec la formule que vous avez ici, parce que vous n'avez pas uniquement que du fer, du carbone dans les aciers utilisés en ce moment. Chaque pignon, chaque engrenage de boîte de vitesse et automobile faisait à peu près 1,5 kg chacun. On n'est plus à l'échelle du laboratoire. On travaille à 880 degrés, 8 kPa, donc basse pression, haute température. Et donc, à chaque fois, 20 pièces avec la recette industrielle et 20 pièces avec le protocole optimisé. En plus de la sémentation, nous avons effectué, au cours de toute la sémentation, chaque sémentation durait une demi-journée à peu près, entre 3 et 4 heures, nous avons effectué une analyse chimique, un prélèvement plus précisément, de manière à analyser les HAP et les composés organiques volatiles. J'en ai pas parlé depuis le début, mais en fait, on a tout analysé. De l'acétylène jusqu'au HAP, avec tous les produits hydrocarbures que vous avez entre les deux, donc les composés organiques volatiles, grâce à l'utilisation d'un piège à azote liquide. C'est le piège que je vous ai montré en laboratoire, c'est-à-dire que nous avons placé au sein du four, au sein du casing, une canne, et puis qui était reliée à un piège à froid rempli d'azote liquide et une pompe à vide. Donc on a pu aspirer une partie, au cours de la sémentation, une partie du gaz que nous avons piégé dans un piège à azote liquide. Tous les produits se sont condensés et nous avons ensuite analysé tout ça par GCMS. Mais bien entendu, on peut faire des analyses chimiques et puis réduire le risque chimique, mais notre objectif, c'était de réduire le risque chimique tout en garantissant la qualité des pièces en acier de l'industriel et de prouver qu'en fait, on pouvait travailler de manière plus propre et plus sûre. Et donc, il nous a fallu effectivement analyser les pièces métalliques. Donc, les pièces métalliques, on a utilisé à chaque sémentation 20 engrenages. Nous avons aussi placé à l'intérieur des éprouvettes en acier et nous avons à l'issue de la sémentation, effectuer 2 types de tests. La test de dureté de Vickers, donc très connu des gens qui travaillent dans la métallurgie, et puis des mesures de profil de carbone avec une microsonde de Castin. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. La première chose, c'est la validation au niveau des pièces métalliques. Donc l'indice de Vickers et le profil de carbone. Donc sur le graphe que vous avez en face de vous, vous avez le profil de carbone qui a été mesuré, donc avec l'entreprise Veritas. Vous avez en profondeur, donc là il n'y a pas d'erreur d'unité, vous avez bien la profondeur en abscisse en micromètres, de 0 à 1500, voilà. Et puis vous avez la teneur en carbone en pourcentage. Et donc vous voyez en vert la recette industrielle et en rouge le protocole optimisé. Et les deux courbes en fait sont confondues. Ça prouve bien qu'en fait le profil de carbone utilisé avec la recette optimisée colle bien avec la recette industrielle. Si on regarde maintenant la dureté,
eh bien, de la même manière, vous avez la profondeur en abscisse et vous avez l'indice de Vickers en ordonnée. Et pareil, vous avez la recette et le protocole optimisé. Donc là, il y a eu plusieurs manips qui ont été faites pour la reproductibilité. Eh bien, en fait, la recette industrielle colle avec le protocole optimisé. Donc là, on est très content puisque au niveau des pièces métalliques, on obtient le cahier des charges de l'industriel. Si on parle maintenant de la formation des HAP, l'analyse des HAP durant les 6 sémentations par GCMS, vous avez en abscisse les 16 HAP, du plus petit au plus gros, et puis vous avez en ordonnée la masse des HAP qui est normée par la somme des HAP. En vert, vous avez la recette industrielle, et en rouge, le protocole optimisé. Ce qu'il faut, tout simplement, c'est que les barres rouges soient en dessous des barres vertes. Eh bien, on s'aperçoit que pour certains HAP de faible masse molaire, eh bien, le protocole optimisé n'est pas si bon que ça. La recette industrielle est meilleure. Pour autant, lorsque vous êtes sur les gros HAP, et notamment le benzoépyrène, nous sommes bien meilleurs au niveau du protocole optimisé. On fabrique beaucoup moins de HAP. Donc, il y a une réduction de ce qu'on appelle les gros HAP. Donc, la conclusion, eh bien, c'est plus propre et plus sûr. La réduction du risque à la source, la première chose, c'était la condition industrielle. On voulait un profil de carbone qui satisfasse, le cahier des charges, ainsi que la dureté des pièces. Ça, c'est chose faite. Un petit bémol quand même, il faut savoir qu'au niveau de la sémentation, je ne vous ai pas donné tous les résultats. La durée du procédé augmente de 33%. Ça peut être un problème, effectivement, chez l'industriel en termes de durée du procédé. Mais il y a une chose qui n'était pas prévue, c'est qu'on génère moins de carbone. Or, à l'intérieur du casing, c'est-à-dire du four, eh bien, habituellement, on fabrique du carbone qui va s'absorber sur le casing et qui va le fragiliser. Et là, on fabrique moins de carbone, c'est-à-dire qu'en fait, l'intérieur du four, le casing, est préservé. Et ça, c'est un plus pour l'industriel de travailler avec une recette optimisée. En ce qui concerne la prévention collective, eh bien, nous avons une réduction des HAP et des COV, une consommation réduite en acétylène et un procédé plus propre et plus sûr. Et si on veut résumer sur un graphe ces années de recherche, vous avez en abscisse, donc c'est un histogramme, vous avez 2 groupes d'histogrammes. En abscisse, à gauche, c'est la recette industrielle, à droite, le protocole optimisé, et vous avez les HAP en orange, en blanc, vous avez les COV, et en vert, vous avez l'acétylène utilisé. Et pour faire court, comme on dit, eh bien, ce protocole optimisé nous permet de réduire la quantité de HAP de 30%, la quantité de benzoépyrène de 88%, c'est pas rien, la quantité de COV de moins 95%, et cerise sur le gâteau, vous faites une économie d'acétylène de 44%. Donc, les perspectives, ou plutôt la perspective, s'il devait en garder qu'une, eh bien, l'objectif de cette recherche qui se termine à l'INRS, là, aujourd'hui, eh bien, en fait, c'est que les industriels s'approprient cette méthodologie. Donc, l'idée, bien entendu, on a travaillé avec un certain type de recettes, avec un certain type de pignons, et puis eux, on peut travailler avec d'autres types de pièces, avec des injecteurs, avec des cassettes, avec des roulements différents. Eh bien, en fait, on peut utiliser cette recette ce modèle pour générer des recettes beaucoup plus optimisées que les recettes qu'ils utilisent. Donc, l'idée, vraiment, s'il y a un mot à retenir, c'est que les industriels s'approprient cette méthodologie. Et pour cela, bien entendu, on est à la frontière entre la métallurgie, la mécanique et la chimie, et on peut pas être bon partout. Et ben pour cela, en fait, la présence de l'INRS, je dirais, sera toujours là pour aider les industriels avec l'aide du savoir-faire des universitaires, parce que sans les universitaires, nous n'aurons pas pu faire tout ce travail-là pour tout ce qui est simulation, modélisation et bien sûr validation expérimentale. Donc pour en savoir plus, je vous ai mis ça, on n'est pas là, je ne vais pas vous faire la lecture, vous avez des thèses en français, 2 thèses, vous avez des publications internationales en anglais, et puis vous avez des publications nationales dans hygiène sécurité au travail par exemple, mais aussi dans traitement thermique qui intéresse beaucoup nos amis de la sémentation gazeuse basse pression. Donc j'ai mis, ces publications, parce qu'elles vont rester dans le webinaire et que ce webinaire, vous pourrez l'obtenir dans quelques jours en streaming sur le site de l'INRS. Alors, je voudrais remercier l'Université de Lorraine, qui est le laboratoire de réaction des génies et procédés du CNRS, avec qui nous avons travaillé, et puis l'Institut de recherche de technologie, matériaux, métallurgie et procédés à l'IRTM2P de Metz. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et
avant de vous quitter, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées dans le chat. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à... Enfin, je ne sais pas si nous allons avoir le temps, nous avons 10 minutes, j'étais un peu long pour répondre à toutes les questions. Mais voilà, nous avons quelques petites questions un peu regroupées. Il y avait des questions par rapport à la réglementation. Hein, il y a une réglementation, comme je disais, une recommandation plutôt. Hein. Et donc, la question qu'on nous a posée plusieurs fois, c'est y a-t-il de nouvelles réglementations en cours sur ce sujet, sur le benzoapyrène? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, comme je l'ai dit, il y a une recommandation de la CNAM. Il n'y a pas de réglementation, mais pour l'instant, il y a des pourparlers au niveau Europe de manière à proposer une VLEP, effectivement, du benzoapyrène. Donc, ça va être dans les prochains mois ou les prochaines années. Prochains mois, je pense. Une question, bien entendu, sur la prévention. Alors, beaucoup de questions sur la prévention individuelle, parce que tout ce qu'on vient de raconter, c'est bien beau, mais avant demain, ça va être compliqué de mettre tout ça en place, même avec toutes les bonnes volontés. Moi, mon objectif, effectivement, enfin notre objectif dans ce webinaire, c'était vraiment mettre en avant la prévention collective, hein, de travailler. Ça demande plus d'efforts, ça demande plus d'argent, ça demande plus de temps, sûrement plus d'énergie par rapport à la prévention individuelle. Mais bon, il faut quand même faire les choses, avancer. Et si demain on n'a pas mis en place une prévention collective, eh ben, il faut quand même une prévention individuelle. Donc, que faut-il faire pour les opérateurs et les opérations de maintenance? Eh bien, en fait, les opérateurs, eh bien, il faut les protéger, comme on l'a dit, hein, bien sûr, casque, lunettes, masques. Alors, les masques, c'est tout ce qui est FFP3. Et puis, ils ont des bleus de travail avec des combinaisons Tyvek. Et puis, ils ont des gants, bien entendu. Et il ne faut pas qu'il y ait de contact cutané. Donc, vous avez du scotch entre le gant et la combinaison Tyvek. Il faut cacher toute peau, quoi. Enfin, il ne faut pas qu'il soit en contact avec les HAP. Sachez que lors de nos différentes visites, campagnes de prélèvement chez les industriels, certains avaient testé des cagoules ventilées et ça a bien plu aux opérateurs. Donc, c'est des cagoules où vous avez tout en un. Hein. Vous avez à la fois le casque, vous avez à la fois la paire de lunettes, enfin que vous n'avez pas puisque c'est une visière. Et puis, l'ensemble est calfeutré. Vous avez un petit moteur à l'arrière et qui vous injecte de l'air, enfin de l'air frais et de l'air pur, enfin pur qui a été traité. Donc ça a vraiment plu aux opérateurs avec un bien-être au travail bien amélioré et surtout ils étaient, comment dire, ils avaient quasiment plus de problème, d'inhalation, précisément d'inhalation et d'ingestion. Autre chose aussi que nous avons vu aussi mis en place, qui a été mis en place chez des industriels, c'est comment dire des algécos par exemple, des algécos coupés en trois. Notamment utilisé notamment au moment des pauses, hein, pause de midi ou pause à 10h à n'importe quel moment. Ce qu'il faut bien voir, un des soucis, c'est que lorsque un four est ouvert et qu'il y a des opérations de maintenance et de nettoyage, les gens sont bien entendu protégés, les gens qui sont en charge des opérations de maintenance et de nettoyage. Et puis, pour éviter que les autres personnes qui gravitent autour des fours un peu plus loin, les mécaniciens, ne soient pas en contact, on met de la rubalise. Sauf que, bon, on sait très bien que la rubalise n'arrête pas, comment dire, les aérosols. Et donc, il faut éviter déjà que des personnes, pendant des phases de maintenance et de nettoyage, il faut éviter que des personnes qui n'ont rien à faire là soient présentes, quoi. Donc, la rubalise permet ça, mais il faut que les gens soient beaucoup plus éloignés. Et donc, de la même manière, lorsque les personnes travaillent, ont travaillé, ils en ont peut-être un peu partout sur leur combinaison Tyvek. Hein. Les combinaisons Tyvek sont des combinaisons jetables. Il n'est pas question qu'ils aillent prendre un café à la machine à café en salle de pause ou à la cantine comme ça. Hein. Donc, et il n'est pas question non plus qu'ils se déshabillent n'importe où. Donc, il y a un système que nous avons vu avec un algéco divisé en 3 parties. Une partie où il rentre, il se déshabille. Une autre partie où il passe à la douche. Et la troisième partie où il s'habille proprement. Et donc, ça permet, en fait, d'éviter, comme dire, des contacts indirects avec l'ensemble de l'atelier. Voilà ce que je voulais vous dire sur tout ce qui est prévention individuelle. Tout ce que je viens de vous dire sur la prévention individuelle se trouve dans l'article HST de 2015, hein,
il y a 2-3 transparents, je vous ai donné la liste des valorisations qui ont été effectuées. Vous avez un article où tout est bien expliqué. Ça ne concerne pas l'apport, et d'ailleurs ça ne concerne pas uniquement la cimentation gazeuse basse pression, vous avez aussi la densification carbone, vous avez la coquerie, en fait ça concerne tous les procédés qui font de la pyrolyse ou de la combustion d'hydrocarbures. À chaque fois vous allez générer des hydrocarbures aromatiques et puis polycycliques et puis bien entendu des suies. Nous avons eu des questions sur l'environnement. Alors c'est vrai qu'il y a 50 ans ou 60 ans, l'environnement n'avait pas la même importance que maintenant. Et donc en fait, ces produits-là, lorsqu'une sémentation est en place, il n'y a aucun, je dirais, il y a aucun risque de santé au travail, puisque tout est fermé, tout est calfeutré, il n'y a pas de fuite, hein, vous êtes sous vide. Et donc en fait, le problème, il peut être environnemental. Et effectivement, vous injectez de l'acétylène, c'est un hydrocarbure. Alors bien sûr, vous ne faites pas de CO2, mais vous fabriquez énormément de produits, tous les produits dont nous avons parlé. Et ce produit-là passe dans le four et sortent, vont jusqu'à la pompe à vide et après partent voir les petits oiseaux. Donc ça pose un problème effectivement. On peut se dire c'est pas très bon pour la nature, pour l'environnement. Surtout que si vous regardez le graphe sur l'acétylène, alors c'était à l'échelle du laboratoire. En fait, le taux de conversion de l'acétylène, il est très faible. Vous rentrez avec 100% d'acétylène et vous ressortez, vous avez peut-être 50% de l'acétylène qui a été utilisé. Donc, vous utilisez l'acétylène qui n'est pas utilisé, enfin, que vous payez et qui n'est pas utilisé, qui part à l'extérieur. Alors, il y a une chose quand même que je ne sais pas si les industriels l'ont fait exprès, mais c'est une bonne chose, c'est que pour atteindre les 8 kPa, vous avez besoin d'une pompe à vide. Et la pompe qu'ils utilisent, c'est une pompe à palette. Et une pompe à palette, en fait, fonctionne avec beaucoup d'huile. Et pour faire court, eh bien, le gaz qui est aspiré, en fait, passe par l'huile avant d'être rejeté à l'extérieur. Et grosso modo, il n'est pas rejeté à l'extérieur. Parce que l'huile, en fait, c'est un formidable piège à hydrocarbures. C'est de l'huile minérale. C'est un superbe piège à hydrocarbures. Donc, en fait, tous les HAP, tous les gaz, acétylène, tout ça, sont absorbés dans l'huile et donc piégés dans l'huile. Alors, le problème, c'est qu'en fait, les huiles, à un moment donné, elles peuvent être saturées. Hein. Alors, il faut quand même y aller, hein, mais bon, elles peuvent être saturées. Lorsqu'elles sont saturées, eh bien, ces gaz-là ne vont plus s'absorber. Bon, elles vont désorber, ils vont sortir. Mais je doute quand même que, vu la quantité d'huile, il y ait ce problème-là. Le problème qu'il pourrait y avoir, alors qu'il n'est pas un problème environnemental, c'est un problème de santé au travail. Nous n'avons pas parlé ici. C'est la vidange. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en présence d'une huile qui va être hautement chargée en HAP. Mais alors, hautement chargée en HAP. Hein. Quand on parle d'huile noire, là, on doit être très, très noir, quoi. Donc, lorsque les personnes vont faire la vidange de ces pompes-là, alors là, il va falloir qu'ils fassent très, très attention de ne pas s'en mettre partout, parce que là, ça pose un très gros problème de santé au travail, puisque là, vous avez des HAP en très grande quantité. Alors, une question assez amusante, la seule, hein, qui a été posée. Hein, je suis préventeur, que dois-je faire? Eh bien, que dois-je faire? Eh bien, il faut échanger avec le constructeur du four, il faut échanger avec les ingénieurs de l'entreprise. Il faut se leur poser la question comment a été faite cette recette. Est-ce qu'elle a été faite par des essais-erreurs? Oui, là, c'est bon, on en a fait plusieurs. Les pièces qu'on obtient sont de bonne qualité, ça roule. Je pense que maintenant, comme les questions ont été posées sur l'environnement, eh bien, on n'est plus au siècle dernier, hein, on est en 2025. Et lorsqu'on travaille sur les pièces, et qu'on veut une qualité de pièce, eh bien, il faut aussi prendre en compte l'environnement, comme ça avait dit, et aussi la santé au travail. Et c'est possible, puisqu'on vient de le dire. Donc, il faut travailler les recettes en rajoutant des contraintes. La contrainte, l'environnement et bien entendu la santé au travail. Donc, il nous reste encore une petite minute. Alors, je regarde juste les questions. Alors, tous les gaz restants sont évacués via la pompe à vide et vers l'extérieur. Oui, je viens de dire, Sonia Ratino, oui. Oui, c'est absorbé dans la pompe. Donc, très peu. Alors, il faudrait faire des analyses en sortie, mais a priori, ça ne sort pas puisque ça va être absorbé dans la pompe à vide. Cette étude a démontré la possibilité de réduire à la source les émissions d'HAP. Effectivement, ça n'a pas encore été mis en place au milieu industriel. C'est la perspective que je veux donner dans les perspectives que je souhaitais parler. Je souhaiterais que les industriels s'approprient en fait cette méthodologie. Voilà. Eh bien, ainsi s'achève notre webinaire. Je vous remercie d'y avoir participé.
vous étiez plus de 141 ou peut-être un peu plus. Enfin, vous étiez au moins 700 inscrits avant le début de ce webinaire et ça fait bien plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.